Moi, je dis aux gens, quand vous savez pas, écoutez ce qui vous met en joie. Le truc où quand vous y pensez, il y a tout qui frétille à l'intérieur. C'est du lien, et c'est du lien de soi à soi, c'est du lien avec le groupe, et puis c'est du lien avec les locaux. Donc c'est 3 types de liens. Et moi, je fais sans arrêt la passerelle. Moi, j'ai été très soutenue en fait par mon entourage et je me suis dit que j'allais écouter la voix du cœur. Alors une femme médecine, c'est une femme qui est reliée au vivant, c'est-à-dire à tous les éléments, à tout ce qui l'entoure, à la terre-mère, vraiment au vivant. Le message que je reçois, c'est en fait où que tu sois, t'es jamais seule. Et là, toute seule au milieu de l'eau, cette rencontre, et oui, effectivement, j'étais plus seule. Et j'étais entourée, j'étais protégée. Wow. On accueille donc Yasmina installée sur les canapés qui représente dignement cette jolie ville de La Rochelle. Bonjour Yasmina, merci d'être là. Bonjour Marc. Merci, et je suis content d'accueillir une femme médecine. Voilà, c'est comme ça que vous vous définissez. Oui. Alors que vous êtes issue d'un cursus de kiné. Oui. Donc on pourrait dire plutôt les choses cadrées, plutôt les bancs de l'école, les bancs des écoles spécialisées, etc., etc. Qu'est-ce qu'une femme médecine dans votre définition ? Alors une femme médecine, c'est une femme qui est reliée au vivant, c'est-à-dire à tous les éléments, à tout ce qui l'entoure, au monde en général. Dans le chamanisme, c'est un peu le monde des esprits, donc c'est ce qu'on peut... chacun a ses archétypes, ses images, bon, mais en fait c'est vraiment l'idée d'être relié à plus grand que nous, à la terre-mère, vraiment au vivant. Moi c'est ça qui est très important pour moi en fait, dans le fait d'incarner une femme médecine. Et après, je trouve le terme très joli, en fait, parce que je suis une femme et que je fais une forme de médecine. Exactement. Donc voilà, c'est une manière médecine spirituelle, une médecine du cœur, une médecine de l'âme. Ouais, une médecine de l'âme, ouais. Donc vous êtes chamane. Moi, je dis non. Vous avez du mal avec ce titre-là ? Je dis non parce que je pense que vraiment, chamane, c'est transgénérationnel, en fait. On est issu d'une culture, d'un pays, on a baigné dedans. Moi, c'est pas le cas en France. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, hein, sur la définition de chaman. Là, je parle vraiment pour moi. Vous parlez pour vous, moi, absolument. Je peux pas me dire chaman, en fait. Ok, voilà. très bien. Autant alors, femme médecine. Dans femme médecine. Mais... Parce que d'ailleurs, juste pour terminer... Mais c'est pas très loin l'un de l'autre. Exactement. Et d'ailleurs, la plupart des gens disent soit l'un, soit l'autre pour définir la même chose. Oui. En règle générale. Vous êtes chamane, très bien, je suis femme médecine, ok, très bien. Bon, en tout cas, merci d'être là. Alors, on va parler évidemment de votre parcours de vie, de l'accompagnement, de ce que vous préconisez. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de la kiné que vous étiez, que vous êtes peut-être toujours ? Vous l'êtes toujours ? Alors, je ne suis plus, mais je connais très bien le corps humain. Du coup, j'ai fait 30 ans de kiné. J'ai juste changé d'activité il y a 4 ans. Donc, c'est quand même assez récent. Enfin, assumé, on va dire, le côté femme médecine. Oui, alors j'ai cette connaissance du corps humain. Moi, j'ai tout de suite fait du massage. En fait, j'ai fait très peu de rééducation. Je me suis orientée massage, donc écoute du corps, écoute des tissus, écoute du subtil, en fait. C'est-à-dire que comment le corps parle, en fait, des mots de l'âme, parce que la relation entre l'expression du corps et nos symptômes est très liée, en fait. Et tout dépend de comment on va, quelle est notre histoire de vie, ce qu'on traverse. Et effectivement, quand on ne veut pas écouter, c'est le corps qui s'exprime. Et lorsque vous aviez donc ce statut de kiné, cette dimension du corps, et notamment avec cette dimension spirituelle plus qu'il peut y avoir au travers de ce que nécessite l'approche d'une femme médecine, vous l'aviez déjà pendant la période kiné ? Oui, ça s'est développé en fait. Moi, je pense que je l'avais enfant. J'avais beaucoup de perceptions et je viens d'une famille très cartésienne, donc c'était pas vraiment le sujet entendu, sans être refoulé non plus, mais ça n'avait pas trop sa place. Et donc l'avantage, c'est que mes parents m'ont gardé les pieds sur terre, en fait, à travers ce côté cartésien. Mais oui, j'avais déjà beaucoup de perceptions et donc en kiné, c'est revenu avec le massage, parce qu'à travers les mains, une forme de magnétisme en fait, et de ressentir des choses. Et je dis souvent, c'est comme si, dans les soins, moi, c'est comme si j'étais dans un rêve. C'est-à-dire quand on se réveille d'un rêve, on a des images, on a la scène, on a tout, en fait, et on raconte. Et ben, c'est un peu la même chose, en fait. Moi, quand je pose mes mains, voilà, il y a des images qui arrivent, j'entends des choses, et il y a comme une petite histoire qui s'invite, en fait. Et quand je confrontais ça auprès des patients, c'est toujours juste. Et c'est là où ça m'a vraiment interpellée, où ça m'a remis dans l'énergie du subtil et de tout ce qui était Est-ce que vous avez senti une progression dans ces perceptions ? Alors oui, déjà, j'ai eu besoin de valider que c'était juste. Donc ça, c'était le retour des patients. Et après, j'ai fait des formations en fait, pour mieux explorer, mieux comprendre. Donc j'ai fait notamment 2 grandes formations, qui est l'école de Yann Lipnik, qui forme vraiment au ressenti.
Donc là, on est beaucoup dans le ressenti physique de tout ce qui est plus grand que nous, tout ce qui nous entoure, l'invisible. Et puis, j'ai fait une formation qui m'a fascinée, qui est l'école d'Ernesto Ortiz, qui lui est chaman mexicain et qui forme justement à ouvrir les annales akashiques, qui est ce grand champ d'information, ce grand champ quantique. Dont vous avez la lecture. Une bibliothèque cosmique, comme on veut, mais voilà, dont on a la lecture et qui permet de donner plein de clés, en fait, à des questionnements, à des problématiques qui peuvent être transgénérationnelles, karmiques, de cette incarnation. Mais voilà, d'avoir les réponses. Alors, tous ceux qui ont déjà commencé par un cursus dit plutôt classique, voire scientifique, et qui bifurquent comme ça, parce que l'appel est tellement puissant qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas vraiment faire autrement, disent à quel point cette première partie de vie très cartésienne, très carrée, très scientifique, leur permet de garder les pieds sur terre et de ne pas partir trop loin dans certains débordements. Ouais. Moi, ça me semble très important parce qu'en fait, on vit dans un monde réel, dans la matière. Donc, si on n'est pas posé les pieds sur terre et qu'on est trop perché, qu'on est trop là-haut, on perçoit beaucoup de choses, mais en fait, on ne peut pas les mettre en lien avec ce qui se passe dans la réalité. Et le fait d'être vraiment ancré, d'être en connexion avec le vivant, la terre, la matière, les êtres qui nous entourent, permettent finalement après, par cet axe énergétique tertiel, d'aller un peu ouvrir ses antennes, ou beaucoup ouvrir ses antennes, et d'avoir accès à des choses plus subtiles. Mais si on reste que dans le subtil, on peut se faire embarquer dans tout et n'importe quoi, en fait. Donc, est-ce que vous avez hésité avant de prendre cette voie définitive ? Moi, j'ai pas vraiment hésité. J'ai été bousculée par le destin. C'est le Covid qui m'a... Le Covid, Ouais, en fait, moi, j'adorais mon métier, donc je me posais pas trop de questions. Je me disais que l'énergétique allait venir prendre sa place doucement, que j'allais faire un petit mélange, en fait, des choses, ce qui se faisait déjà naturellement. Un mix intéressant, ouais, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Et puis proposer peut-être des soins plus ciblés pour les personnes qui voulaient. Et en fait, le Covid est arrivé. Et là, ça a été compliqué parce que dans ma profession, il fallait être vacciné et moi, je ne souhaitais pas être vaccinée. Donc, c'est posé la question de ce que j'allais faire et c'était vraiment plus fort que moi. Je pouvais pas, il n'y avait pas assez de recul. Enfin, ça rentrait dans la polémique, mais pour moi, ça n'allait pas. Je ne pouvais pas d'emblée comme ça m'injecter ce produit. Et alors là, a découlé un très grand questionnement et qui a été au-delà en fait du Covid, qui a été sur la liberté. Je pense que ça m'a emmené en fait sur des questions existentielles, sur mes valeurs, sur le sens que je donne à ma vie. Et ça a été... C'est un chamboulement total. Un énorme chamboulement, vraiment une période difficile. J'avais 2 enfants étudiants, j'étais libérale, donc si j'arrêtais mon activité, j'avais pas de chômage. Bon voilà, donc un contexte un peu compliqué, il s'est posé beaucoup de questions pour moi, j'ai été très soutenue en fait par mon entourage et je me suis dit que j'allais écouter la voix du cœur. En fait, c'est ce que je préconise à tout le monde. Donc je me suis dit, écoute ton cœur en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Voilà, même si tu as peur, ça veut dire quelque chose de... J'ai envie de dire, c'est l'essence de soi, c'est à l'intérieur, c'est qu'on ne peut pas lutter contre. Même si la raison vient dire, allez, tu peux le faire, réfléchis, pèse le pour, pèse le contre. Il y a un moment à l'intérieur de vous, il y a un truc plus fort qui vous pousse et qui vous dit, non, ça colle pas en fait, ça va pas. Ça veut dire que vous avez fait des allers-retours entre la raison sans arrêt. Et parfois pas arrêté. Et l'appel. Ouais. Et jusqu'au moment où j'étais décidée à y aller, en fait, à me dire, c'est pas une injection qui va changer ma vie, voilà, on va en faire un drame, vas-y, et puis t'auras la paix. Et en fait, je me suis écroulée la veille. Je me suis dit, je ne peux pas aller me faire piquer. C'était aussi simple que ça. Et là, mon mari, mes enfants, mais qu'est-ce que t'as ? Et je dis, je n'arrive pas à y aller. Je peux pas y aller, Et c'est là où je dis, j'ai écouté la voix du cœur, c'est qu'ils m'ont dit, écoute, n'y va pas. C'est aussi simple que ça. Et moi, je me suis écoutée, et finalement, quelle chance, parce qu'on est là aujourd'hui, on va pouvoir parler de tout ça, et ça a été un magnifique tremplin, alors que j'ai passé un an compliqué. Salut, c'est Fabien Lefebvre, en direct de La Réunion pour notre dernier événement de groupe. Si toi aussi, tu veux changer, évoluer, te transformer, viens participer à un de nos événements. Tu vas sur le site ABC Talk, tu auras toute la liste des événements 2026. On se retrouve, on se met au boulot. C'est parti.
Comme d'hab, ça fait la 3e fois que je fais ces événements et c'est chaque fois magique. Il y a toujours des nouvelles choses et vraiment c'était rempli d'amour et de bienveillance et c'est vraiment transformateur. Et je souhaite à tout le monde en fait de vivre une expérience comme ça une fois dans sa vie. Alors, évidemment, quand on connaît cette première partie de vie, quand on connaît ce déclencheur, ce couperet là qui arrive, parce qu'il y a évidemment toute cette pandémie, ça n'en fait pas une expérience extrasensorielle, ça n'en fait pas des qualités extrasensorielles, et il va falloir développer tout ça, mettre en application. Et il y a des centaines de personnes qui ressentent la même chose que vous, et qui pourtant ne savent pas quel chemin prendre. Comment vous est venue l'idée d'un moment donné de dire, bon ben voilà, ok, j'écoute mon cœur, oui d'accord, on écoute son cœur, enfin bon, il y a la réalité aussi de la vie, du quotidien. Quel chemin vous allez prendre? Comment est-ce que vous allez commencer? Par où vous commencez? Changer de vie. Ouais, ça peut vous paraître bizarre, mais en fait, je suis convaincue, et là c'est vraiment l'expérience que j'ai eue, que quand on dit écouter son cœur, donc vraiment faire ce qui nous semble le plus juste pour soi, en fait. Voilà, dénué de tout raisonnement, mais ce qui est juste, ce qui fait du sens, ce qui semble vrai, c'est la vie qui vient vous mettre ce qui est juste pour vous sur le chemin. Parce que moi, effectivement, je me suis dit, du jour au lendemain, maintenant, je fais quoi? Alors, je sais masser. Bon, je vais masser, puisque j'ai le droit de masser sans être kiné, parce que je me suis radiée. Donc, j'avais plus le droit d'utiliser le terme de kinésithérapeute. Donc, je me suis dit, massage, ça, j'ai le droit. Et puis, soins énergétiques. Et puis, voilà, en fait, j'ai cherché une autre identité. Ouais. Et je me suis dit, là-dedans, je vais essayer de continuer à être moi, à proposer ce que j'ai à proposer. Et ça s'est fait tout naturellement, en fait, de cette manière-là. Et donc, ce sont ces formations en immersion que vous avez suivies qui ont contribué à ce développement, à cet épanouissement et à cet éveil. Oui, et puis qui me donnaient une légitimité. Et parce que je l'avais déjà fait avant. Donc, ça faisait 10 ans, moi, qu'en fait, je naviguais entre... entre deux eaux. Ouais, voilà. Que je reliais tout ça et que je trouvais ça en plus passionnant. Donc, c'est en ça que je trouve ça génial, parce que finalement, c'est encore plus large ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Que kiné, et pour autant, j'ai pas l'impression d'avoir quitté la kiné. Le corps humain, je l'ai dans les mains tout le temps. Évidemment. Donc, et on va parler évidemment de vos voyages, les voyages initiatiques en conscience et expérientiels que vous proposez. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Le premier conseil que vous avez donné, c'est écouter son cœur. Oh, ça paraît tellement vaste, tellement abstrait, tellement difficile. Quel autre conseil vous donneriez à quelqu'un qui se sent appelé comme ça, mais qui se sent aussi avec 2 parpaings au pied, 2 boulets au pied, de se dire... J'ai tellement peur, on est conditionné par ces peurs-là, de ne pas avancer, de ne pas aller de l'avant. Et c'est un peu tout ce que j'essaye aujourd'hui de faire travailler aux gens, c'est de, voilà, comment on peut finalement écouter cette petite voix, et quand on le dit, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est le côté, peut-être on peut ramener ça à tout ce qui est émotionnel, c'est-à-dire tout ce qui va se passer à l'intérieur de nous, et ça parle, dans quel état ça nous met. Et finalement, moi je dis aux gens, quand vous ne savez pas, écoutez ce qui vous met en joie. Le truc où quand vous y pensez, il y a tout qui frétille à l'intérieur, il y a des trucs qui s'allument dans la tête, là, et on se dit, j'ai plein d'idées, je ferai ça. Et même si ça paraît un peu un rêve, écoutez ça. Ça, c'est la voix de l'âme, en fait. Dès qu'il n'y a plus la joie, dès que ça prend la tête, dès que c'est pesant, c'est la raison. Et ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas par là. Hein. Comme vous dites, moi, j'ai fait que des allers-retours. Mais pour finalement me dire, non, c'est pas la raison qui va gouverner là. C'est mon être profond qui va décider. C'est mon âme, elle est venue pour s'incarner, pour faire une expérience et pas pour subir. Donc, mais après, c'est vraiment ce qui amène la joie. Vous avez aussi la reconnaissance de reconnaître, pour le coup, qu'on vous a profondément aidé dans votre entourage, qu'on vous a entendu, qu'on vous a compris, et tout le monde ne peut pas le faire. Ça, je suis entièrement d'accord. C'est ce qui conditionne aussi la raison et l'ego. Mais quand on ne peut pas le faire, là, j'entends et effectivement, on raisonne, on pèse le pour et le contre et on voit ce qui est le plus judicieux. Mais quand on peut, puisque moi je pouvais. Et bien sûr. Pourquoi j'aurais été me contraindre alors que finalement, c'était possible, j'étais soutenue, j'étais pas à la rue. C'était une histoire de transition. Exactement. Mais je savais que Et pour vous dire, j'ai bossé dans une boulangerie le premier été. J'ai été faire les marchés parce que j'étais à la maison, l'été c'est complètement creux, tout le monde va à la plage, pas envie de se faire soigner. Et je me suis dit, mais je vais pas rester là, les bras croisés, plus ou moins déprimée, parce que j'avais des journées de dingue en kiné, et tout d'un coup, je voyais plus personne. Bien sûr. Et j'ai été dans ma boulangerie de quartier qui fait du super pain, et je leur ai dit, moi j'ai envie d'être utile, j'ai envie d'être en contact avec les gens. Et puis, j'ai gagné 1 200 € par mois pendant 4 mois, et ça m'a remis à flot, et je suis repartie en septembre. Il y a plein de solutions, en fait. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui considèrent qu'il n'y a pas d'excuses? Moi, j'ai pas envie d'être dans le jugement, en fait, parce que je pense que
au-delà, là, on en parle facilement parce que je viens de le traverser. Bien sûr, Mais et avec le quand recul. quand on est dedans, c'est très difficile. Et je pense qu'en fonction des conditionnements, des croyances qu'on a, on n'est pas forcément capable. Alors, c'est facile d'aller bousculer quelqu'un, de lui dire, bon, allez, secoue-toi, vas-y. S'il ne se bouge pas, il y a des raisons. Donc moi, si j'accompagne les gens, c'est justement pour les aider à trouver ce qui bloque, les fausses croyances, les contrats karmiques. Il peut y avoir plein de choses, en fait. Et c'est un peu trop facile, je trouve, de tenir ce genre de discours. De tenir ce genre de discours qui s'entend beaucoup dans le développement personnel et dans une pseudo-spiritualité aussi. Voilà, mais en revanche, par contre, si vraiment la personne est motivée, c'est-à-dire qu'elle ne trouve pas comment prendre, par quel biais y aller, mais qu'elle est motivée, ah bah là, c'est facile. Enfin, c'est facile. Je trouve que c'est assez facile parce qu'en fait, à partir du moment où il y a la volonté, on peut ouvrir plein de portes. Bien sûr, et c'est là où intervient votre accompagnement. Voilà, et c'est là où on guide. Comme moi, j'ai été un peu soutenue, guidée. Là, c'était par ma famille, mais je trouve que c'est le rôle du thérapeute, c'est de venir soutenir, guider le chemin et dire, reviens quand il y a besoin, au moment où il y a des questionnements, et on va avancer. Et tu as toutes les capacités pour le libérer, pour y arriver. Voilà. Mais il faut avoir la volonté. Mais il faut avoir la volonté, évidemment. On va parler de vos voyages et de ce que vous préconisez concrètement dans vos soins et d'accompagnement et de guidance. Les lectures akashiques, ça c'est passionnant. À quel moment vous savez que vous êtes au cœur de ces lectures akashiques ? Quand je suis en soins ou en voyage, c'est un moment où c'est plus du tout moi qui résonne, en fait. C'est-à-dire que je ne pense plus. Je ne me dis pas, tiens, elle me dit ça ou il me dit ça. Je pense que ça vient de là. Voilà, comme si c'était mon mental qui réfléchissait, qui cherchait une solution. C'est une information qui tombe, en fait. C'est-à-dire que, c'est par mes autres sens. Donc, c'est soit moi, chez moi, c'est surtout par l'ouïe, la vision ou le ressenti. Clairaudience. Voilà, clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti. Et là, ça tombe, en fait. C'est-à-dire que, et bien souvent, c'est des choses que je ne sais pas. Des fois, on pourrait se dire, on pourrait avoir une idée sur la question. Mais il y a des sujets, moi, les gens, je ne les ai jamais vus avant, je ne les connais pas. Ils arrivent, ils sont en face de moi. Et on commence une lecture akashique, j'ai pas d'infos sur leur vie. Donc ce qui me vient, je peux pas l'inventer. Quand je suis en voyage et que je suis sur un lieu et que je reçois une information, c'est pareil. Je peux pas l'inventer. Donc c'est quelque chose vraiment qui arrive sans que j'ai de prise. Il y a une visualisation ? Moi, il y a souvent de la visualisation et de l'audition, comme si quelqu'un me parlait en fait. Parce que c'est vrai qu'on a la symbolique des annales akashiques où on parle évidemment de cette grande bibliothèque universelle. Alors il y a beaucoup d'images, de stéréotypes qui se baladent un peu partout et on voit par définition cette grande bibliothèque avec... voilà. Bon. Vous visualisez des choses comme ça ou c'est des tranches de vie de la personne qui est en soin avec vous ? Ça n'a rien à voir avec cette grande bibliothèque dont on parle. Si, je visualise... c'est véritablement comme ça ? Ah oui. On visualise des choses parfois qui sont très étonnantes et qui ne sont pas de l'incarnation. Vous avez un exemple ? De quelque chose qui vous a profondément marqué dans un accompagnement que vous avez pu faire ? Alors j'en fais tellement, il y a tellement de choses, je ne sais pas si là, comme ça, il y a quelque chose qui me vient. Mais ce qui est très impressionnant, je trouve, c'est quand on est, si on y croit dans du karmique, dans les vies antérieures, et qu'on a l'image d'une autre vie de la personne, et qu'on lui raconte avec des détails. C'est-à-dire qu'on peut lui dire... voilà, ce qu'elle faisait, quelle était l'époque, on voit un peu les tenues vestimentaires autour. Enfin, on peut se représenter une époque, on peut se dire on est à peu près à tel siècle, le type de métier, et puis qu'on ressent l'énergie de la personne et on lui dit voilà, vous étiez telle personne, homme, femme, enfant, voilà, vous aviez tel un, et on rentre dans cette histoire. C'est ce que je disais, comme le rêve, quoi. C'est tout un truc qui se déroule. Et il y a une résonance dans sa vie d'aujourd'hui. Et on lui raconte, et là, la personne, elle vous regarde, elle vous dit. C'est dingue ou c'est fou. Enfin, il y a toujours un espèce de blanc là, parce que je comprends mieux pourquoi je suis comme ça, ou pourquoi j'ai telle relation, parce que c'est bien souvent pour régler des problèmes relationnels. Je vais dire par exemple mère-fille, voilà, des choses, il y a des tensions et on se dit mais d'où ça vient ? Je comprends pas finalement, j'ai été chercher dans cette vie-là et puis ça continue. Quand on tombe sur une vie antérieure où il y a eu des contrats, de loyauté, des choses difficiles et que ça vient se rejouer pour réparer, déjà ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pour réparer, c'est pas pour nous punir. Il y a plein de gens qui me disent mais pourquoi ? Mais je dis on vient pas vous punir là dans cette vie-là, on vient vous chercher, on vient vous donner les clés de réparer finalement, que ce soit mieux et que ces contrats, ces choses-là puissent s'annuler. Donc c'est beau en fait, c'est pas... Et ce que je reproche aussi parfois, je reproche, encore une fois, il n'y a pas de jugement, mais il m'arrive parfois de me questionner en me disant, une fois qu'on a constaté, une fois que vous avez ces perceptions, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que vous délivrez l'information, il y a plein de thérapeutes qui délivrent l'information. Alors moi, je délivre l'information, mais je veux aussi chercher les outils pour résoudre la problématique. Et c'est pas forcément moi qui la résous, en fait. C'est-à-dire que quand on tombe sur cette histoire, par exemple, de relation familiale,
moi, je vais demander, alors comment la personne qui est en face de moi peut traiter ça, et finalement se sentir mieux et être plus confortable avec cette problématique, la résoudre, et bien là, on me donne des possibilités de différentes thérapies. Ça peut être une constellation familiale, un soin en hypnose, et en fonction des besoins de la personne, je vais avoir l'outil, mais c'est pas moi qui me dis tiens, allez faire ça. Je demande en fait. Et là aussi, ça arrive vraiment, je veux dire, c'est les guides de la personne qui parlent à travers moi et qui lui donnent toute l'information dont elle a besoin pour s'en sortir. Donc c'est 1h30 de consultation, mais ça peut faire un chemin c'est sûr. Énorme en fait. Et il faut s'attendre à ce que ça puisse remuer aussi. Hein. Oui, ça remue. Sûrement. Ouais. Donc, vous parliez des constellations. Vous en faites aussi ? Non. Non, vous faites voilà, pas. Donc ce que je fais pas, je réoriente en fait. Directement et puis, avec des... Ouais. En tout cas, vous faites des voyages. Et les voyages sont arrivés, pareil, comme alors, je vous dis, mais alors là, d'où ça vient, ça sur un plateau. Ouais. Ouais. Vous entendez un jour, voilà, il faut que tu fasses des voyages ? Non, j'entends pas en fait ça. J'entends un jour où je me questionnais sur ce changement-là et où j'étais un peu dans cette période de transition et un peu dans le vide. Il se passait pas grand-chose le temps qu'il y ait une clientèle qui se refasse. Et j'entends, en ouvrant mes propres archives akashiques, tu vas faire du collectif. Et moi, je suis très bonne élève, donc j'ai monté des ateliers. Okay. Des ateliers d'énergétique, ça. Bon, c'était bien, hein, ça marchait. Mais je m'y retrouvais pas complètement au final et j'étais plus dans l'individuel, dans le soin individuel. Bon, je laisse un peu tomber. Et le vrai déclencheur, c'est une agence de voyage qui m'envoie un mail en me disant « Bonjour Madame Deschamps, nous avons vu votre site, etc. Est-ce que vous voulez bien organiser un voyage dans le désert ?» Et là, je me dis, comment elle m'a trouvée ? Et en fait, ça faisait 3 ans que j'organisais quand même des voyages avec les dauphins. Ça a été pour moi une expérience initiatique en tant que participante. Je l'ai vécu. C'était un rêve d'enfant, je l'ai fait et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Je suis une passionnée de voyage. Et donc, la connexion avec les dauphins s'est faite un peu comme via les annales akashiques. Donc, j'ai eu des messages avec des dauphins. Animal totem ? Moi, je dirais que mon totem, c'est la baleine. Mais en fait, je suis très haut. Bon. Et le dauphin et la baleine, ça va bien ensemble. Mais en fait, je le raconte parce que c'est une anecdote qui est quand même assez intéressante, je trouve, par rapport au voyage. Je me retrouve donc à nager avec les dauphins, un groupe, et puis tout le monde plus ou moins sort de l'eau. On se retrouve, on était 2 dans l'eau, on n'avait pas envie de rentrer au bateau. Et puis l'autre me dit, moi, il y avait des dauphins, il y va. Bon, je me dis, là, son moment, je le laisse, puis je barbote. Et tout d'un coup, passe là, comme ça, à côté de moi, un bébé dauphin. Et le dauphin, il capte avec le regard, en fait. Donc, je le vois, il m'attrape du regard, là, et je le regarde, et je le suis. Et il me fait tourner en rond, en fait, mais pendant au moins 30 secondes. Hein. Ça a duré longtemps, peut-être 1 minute. Enfin, voilà, on tourne. Un moment d'exception, parce qu'on était seuls au monde, là, dans l'eau, pas un bruit. Et tout d'un coup, mon mental revient, et je me dis, mais il n'y a pas la mer. Et les bébés ne quittent jamais leur mère. Donc, je me dis, c'est pas normal. Donc j'ai un moment de tension, je me dis qu'est-ce qui se passe ? Et donc je regarde un peu autour de moi et je vois la mère qui était derrière lui, donc dans son corps, je la voyais pas. Et donc je tourne la tête, je la vois et là je croise son regard et on peut dire ce qu'on veut, mais j'entends, c'est bon, vas-y, c'est ok, tu peux. Et elle était comme gardienne et elle nous laissait dans cette connexion où il y avait un message pour moi, mais sur le moment, je ne savais pas quoi. C'est je t'autorise à être... Je t'autorise à être en connexion avec mon bébé, enfin voilà, en pleine connexion, et je suis tranquille, et donc tu peux être tranquille. Il n'y avait pas de problème, quoi. Et donc je continue, et ça m'a vraiment touchée, en fait. Je sentais une émotion. Ils s'en vont, moi je retourne au bateau tranquillement en nageant, je remonte sur le bateau, il faut toujours un petit temps entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Hein. Le cerveau droit c'est l'intuition, donc il capte les infos, puis après le cerveau gauche il traduit. Et tout d'un coup, je comprends que c'était « tu fais partie de la famille ». Quelque chose comme ça, je comprends quelque chose de cet ordre-là. Je me dis bon ok, et en fait au-delà de ça, et c'est là où j'ai été hyper touchée par rapport à mon histoire personnelle, le message que je reçois c'est en fait où que tu sois, t'es jamais seule. Et là, toute seule au milieu de l'eau, à cette rencontre, et oui, effectivement, j'étais plus seule. Et j'étais entourée, j'étais protégée. Wow.
Donc voilà. C'est extraordinaire parce que j'ai déjà entendu effectivement des tas de gens, pas nécessairement thérapeutes, mais des gens qui ont nagé avec les dauphins et qui disent à quel point il y a un avant et un après. Ouais. Cette rencontre. Et j'en ai plein des anecdotes. Mais ça m'étonne pas. Avec mes participants. Enfin. Donc oui, moi ça m'a donné envie en fait de transmettre, de le proposer au monde, parce que d'allier voilà le côté thérapeute et la connexion voilà avec le vivant, les dauphins et puis le lagon. Enfin, on est donc vous faites encore les voyages avec les dauphins? Alors malheureusement, je vais arrêter parce que c'est devenu un endroit qui est trop fréquenté. Okay. Donc ça me convient plus. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment des contextes hors des sentiers battus, vraiment des immersions hors des sentiers battus. Donc les dauphins, ça va s'arrêter. Mais voilà, suite à cette agence qui me contacte et qui me dit « On a trouvé votre profil parce que vous organisez des voyages avec les dauphins », me propose un voyage dans le désert. Et ça a été la première proposition de voyage expérientiel. Et puis, il y en a eu une autre, et puis une autre, et puis une autre, et c'est arrivé comme ça, sans que je cherche à faire du voyage. Et, du coup, ça vous parle, et là, tout d'un coup, ma petite tête qui dit « Mais quand on t'a dit tu vas faire du collectif, c'était ça !» Et j'avais pas décodé, moi. J'ai pas été assez loin, j'avais pas creusé. Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Quel est l'élément dans lequel vous vous sentez le mieux ? Le sable du désert ou la mer avec les dauphins? Parce que le désert, c'est transcendant aussi. Hein. Ah ouais. Et puis les forêts Très primaires, clairement. c'est transcendant. Moi, quand je suis dans la nature, franchement, je crois que je suis très haut. J'adore l'eau. Ouais, ça c'est clair. Mais j'adore l'eau parce que c'est un élément qui me fait du bien. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment l'élément un peu de prédilection. J'ai envie de dire, je vais au bord de la mer, je nage tous les jours, enfin voilà, presque toute l'année. Donc je suis très haut, mais quand je vais dans une forêt primaire, quand je vais dans le désert, non, il y a des grands espaces où je peux pas trancher, quoi. En tout cas, c'est le vivant qui m'appelle. Tous ces éléments-là, vous évoluez avec et vous faites des voyages évidemment partout dans le monde pour le coup? Alors c'est un peu, oui, c'est des endroits très différents hein, parce qu'il va y avoir les Maasai, l'Amazonie, le chamanisme, l'Égypte, donc c'est quand même très varié. Mais en tout cas, il y a toujours en fait on va dire un tronc commun à tout ça. C'est que c'est des voyages. Moi, je ne prends pas si c'est pas de l'immersion hors des sentiers battus pour permettre le lâcher prise. En fait, l'idée c'est vraiment d'inviter au lâcher prise, chose qu'on n'a plus le temps ou très peu le temps de faire aujourd'hui dans notre vie avec le mode de vie qu'on a. Et c'est là, en fait, que les prises de conscience émergent. C'est quand on a ce moment où on prend du recul, on a le temps, on est pris en charge, on est dans un cadre sécure et on a juste à laisser venir, en fait. Donc moi, c'est ce que je veux proposer et je me mets au service pour après être le trait d'union entre l'expérience qui va être proposée et les participants. Donc ça, c'est vraiment le socle, enfin l'ADN du voyage. Et derrière, il y a toujours des transmissions par les peuples premiers. Il y a toujours un lieu qui est sacré en ce sens qu'il a une énergie particulière, vibratoirement, il est très fort et il va du coup amplifier notre énergie à nous. Donc pareil, on gagne du temps sur les processus qui vont se faire sur place. Il y a toujours la rencontre, le partage, tisser du lien. Et c'est du lien de soi à soi, c'est du lien avec le groupe et puis c'est du lien avec les locaux. Donc c'est 3 types de liens. Et moi, je fais sans arrêt la passerelle. C'est ça. Je fais le chef d'orchestre entre tout ça. Et puis, il y a cet aspect donc, des guidances, des canalisations, comme on disait, là, qui vient aussi... tout ce que je reçois, c'est pour le groupe, donc je leur partage. Et j'utilise aussi des supports qui sont des supports énergétiques, en fait, qui sont des élixirs à base de plantes ou des onctions sacrées. Qui vont permettre d'ancrer l'information dans le corps. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste à vivre, enfin juste, c'est déjà beaucoup, mais vivre l'expérience, mais en plus de ça, on vient donner l'information à la cellule. C'est ça. À travers un élixir que je choisis, par exemple, et qui va faire le lien avec le lieu, donc, qui vient de ce lieu-là ou qui a une résonance avec ce lieu-là. Et je le fais prendre ou respirer aux participants, et du coup, on vient informer les cellules. Donc là, on est dans une espèce d'harmonie, d'unité, qui fait que l'humain, le vivant, tout ça ne fait plus qu'un tout, quoi. Wow. Vous faites combien de sessions par an? 4. 4 sessions. Ouais, c'est beaucoup. Donc, on part en combien de personnes?
On part à 12 en général. 12, okay. Moi, j'aime bien. C'est une bonne... Ça vous permet d'être suffisamment... Ouais, d'être un peu avec chacun, d'avoir une belle énergie de groupe. Ouais, c'est bien. Et c'est vrai que je repense toujours à des tas de gens qui m'ont dit se retrouver même à minuit ou 2 heures du matin sur une dune de sable en plein désert. Bah, les levées de soleil, c'est rose, les couchers de soleil, c'est jaune, les dunes changent de couleur. Enfin, tout le monde me dit ça aussi. Ouais, c'est juste extraordinaire. En fait. Et vous prenez une petite baffe. Ouais. Vraiment. Des fois une grande. Des fois, et parfois, pour ne pas dire une grande. Ça secoue vraiment. Ouais. Et le fameux, l'introspection, le fameux recentrage, alignement, on ne peut pas faire autrement que de ne pas le ressentir. Autrement, et puis, on en est coupé, en fait, aujourd'hui. Oui. Parce qu'en fait, on va à l'école. Alors, l'école, c'est super pour apprendre à lire, à écrire, à compter. On apprend à raisonner, mais on n'apprend pas à être. Et aujourd'hui, on n'apprend plus à être, en fait. Ça veut dire à descendre, parce qu'on disait dans l'espace du cœur, à écouter nos émotions, qui sont souvent le siège de notre intuition, l'intuition juste, et puis à mieux se connaître, en fait, à explorer les différentes parts de nous. Et quand vous n'avez rien d'autre à faire que d'être dans un endroit magnifique, très puissant vibratoirement, avec autour une intendance qui fait que vous n'avez rien, vous vous préoccupez de rien, et en plus on vient vous nourrir, puisque moi je propose des ateliers, je propose des cercles de partage, Bien sûr. Enfin, je fais les liens tout le temps, j'inclus énormément les locaux, donc on est sans arrêt en partage de culture aussi et de tradition. L'idée c'est d'aller explorer leurs traditions, de se mettre vraiment au diapason de ce qu'il y a à vivre. Là, il y a un espèce de champ des possibles qui s'ouvre, alors qui peut faire remonter des choses. Et l'idée, c'est d'accueillir ce qui est là, c'est des libérations, et c'est là où mon côté thérapeute permet aussi de sécuriser et d'encadrer pour que ça puisse se passer finalement tranquillement. Mais après, c'est une ouverture extraordinaire. Il y a des processus d'ouverture de conscience qui sont impressionnants. J'allais vous demander qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, tout en fait. Ouais, alors moi, ça fait très longtemps que je voyage, donc j'ai l'impression que je me suis construite comme ça. Il n'y a pas un avant, un après. Ok. Moi, j'adore voyager. Je trouve que ça développe l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de situation. Ça permet de dépasser ses peurs. Ça permet de revenir à soi. Enfin, moi, j'ai tout appris en voyageant, en fait. Ce que je vous disais, vraiment l'école de la vie. Chez les participants, il y a quand même, si on peut donner une ou deux anecdotes, parce que c'est quand même sympa d'avoir un peu le voyage. C'est ça qui est sympa. J'ai quand même 2 exemples, notamment avec les dauphins, puisque c'est vrai que c'est très marquant. J'ai emmené une patiente qui me dit « Je rêve de nager avec les dauphins, mais je sais nager, mais j'ai peur de l'eau, j'ai failli me noyer à 6 ans, donc il faut que j'ai pied. » Alors je lui dis « Écoute, ne viens pas, parce qu'en fait, on part du bateau, on n'a jamais pied. C'est ça. Donc tu vas être hyper frustrée. » Puis elle me dit « Bon, ok. » Puis elle me rappelle, elle me dit « Si, en fait, je vais venir, et puis c'est pas grave. Si je nage pas, je verrai les dauphins du bateau, mais de toute façon, j'en rêve. » Donc je lui dis « Ok, pas de problème. » Elle est venue, la première session à l'eau, je dis écoute, on y va toutes les 2, tranquille, tu descends à l'échelle, je te tiens la main, tu mets ton masque quand tu bats, tu mets juste ta tête dans l'eau, tu regardes, tu vois comment ça se passe, si tu t'acclimates bien, puis on voit si on peut lâcher l'échelle. On descend. Elle met sa tête. Vous me croirez ou pas, il y a un banc d'une centaine de dauphins qui débarquent, qui nous passent en dessous. Wow. Mais il y en avait partout. Et là, je vois pas, parce que moi, je regardais, je sens, j'avais sa main, je sens, je me dis, c'est OK, tu l'emmènes. Donc, j'avance, en fait. Elle lâche l'échelle, on nage, on suit les dauphins, qui nous ont emmenés, qui sont restés vraiment, ils ne sont pas passés, quoi. Ils l'ont guidée, on était au-dessus du banc de dauphins, et tout d'un coup, elle s'arrête, elle sort la tête de l'eau, elle me dit, j'ai oublié que j'avais peur de l'eau. C'est beau. Depuis, la session d'après, elle est partie, elle me dit, je nage à côté de toi, tu ne me donnes pas la main, si j'ai peur, je te prends la main. Et après, elle a fait toute sa semaine en binôme, sans personne, alors qu'elle disait qu'elle ne savait pas, enfin qu'elle ne pouvait pas nager, quoi. Il y a un truc avec ça, c'est une guérison, en fait. Il y a un truc avec ces dauphins. C'est quand même fou. Et une autre qui me dit, pareil, pas très à l'aise dans l'eau, mais qui savait nager, pas de problème, elle vient. Puis plein de croyances, plein de blocages. Enfin, voilà, on sentait que c'était chouette et en même temps, il y avait plein de tensions dans son corps. Et on passe toute la semaine et elle lâche au fur et à mesure de la semaine. Et c'est ça qui est beau à voir aussi, c'est les regards qui changent, les visages qui se... Je sais pas, il y a quelque chose qui est plus lumineux, qui est... Voilà. Donc on sent le processus qui se fait. Et à la fin de la semaine, elle me dit, écoute Yasmina, les dauphins c'était génial, mais le plus extraordinaire, c'est que je me suis réconciliée avec le masculin à travers ce voyage.
Je lui dis, ah bon? Et alors là, totalement inattendu, moi, je lui dis, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, comme elle n'était pas très à l'aise dans l'eau, elle avait un instructeur avec elle tout le temps. On n'a que des instructeurs égyptiens, c'est des hommes. Et donc, il y a un homme qui lui a tenu la main 3 fois par jour, 3 fois 1h30 par jour, le temps des plongées, enfin des nages dans l'eau. Et donc, elle a passé sa semaine à donner la main à cet homme. Ils se sont pas parlé, hein. Et elle me dit, je me suis réconciliée avec le masculin. Donc, il y a des trucs, on ne peut pas l'imaginer. En fait. Non, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre. Je suis archi convaincu de ça et j'ai des dizaines de témoignages de gens qui ont vécu ce genre d'expérience. Le vivre et se faire confiance parce que, en fait, il y a des gens qui ont peur. Et je comprends que ça fait peur de partir en immersion. Quand vous partez dans le désert, il n'y a plus de téléphone portable, il n'y a plus de confort, quand même assez sommaire. Oui, c'est route. Ah ouais, c'est route. Ouais. C'est sûr. Donc il y a des gens pour qui c'est pas facile de ne pas aller aux toilettes ailleurs que dans une salle de bain. Exactement. Tout ça, quoi. Manger assis par terre, il faut être souple. Bien sûr. C'est pas donné à tout le monde, en fait. Bien sûr. Et il y a des gens qui se challengent un peu pour ça, mais en fait, c'est un appel d'âme. Ils savent qu'ils vont vivre une expérience initiatique. Et ils ne savent pas ce que ça va changer, mais ça change des choses, et ils reviennent et ils disent tous que ça change des choses, quoi. Alors où on enregistre cette émission, on est au mois de février 2026. La prochaine destination, c'est quand et où? Donc c'est le Kenya en juin. Wow, c'est au cœur d'une forêt primaire, dans un village Maasai, où on est invité, en fait. Il y a un centre qui accueille des thérapeutes avec des groupes, et on y vit pendant une semaine, et en fait, c'est dans un village Maasai. Donc, on vit avec les Maasai, on va découvrir avec eux les marches dans la forêt primaire, on va être enseigné par eux, comme je vous disais, pour les clés de la sagesse Maasai. Moi, après, je fais le lien, on va faire des cercles de partage, je vais proposer des ateliers énergétiques, des choses pour justement permettre de se lâcher prise, redescendre à l'intérieur de soi, être en confiance, donc pouvoir accueillir. Vous êtes déjà allé là-bas? Non, alors c'est la première je vais fois. Jamais. En fait, c'est les pays qui m'appellent, je vais pas avant, et je rentre en connexion justement par les lectures akashiques. Wow. Donc moi, quand je prépare mon voyage, je m'imagine, j'ai quand même un contact avec les personnes qui nous accueillent, donc j'ai échangé. Bien sûr. Mais après, au-delà de ça, je visualise en fait, et je me dis, ok, qu'est-ce qu'on me demande de faire là-bas avec ce groupe-là? Et je mets en place mon programme comme ça. Parfois, quand on se retrouve, pour finir, quand on se retrouve dans ce genre de situation avec ces peuples premiers et autres, en tout cas ces locaux, ils doivent halluciner de notre mode de vie, non? Alors oui, ça me fait rire parce que je vais vous raconter un truc très drôle. Je reviens du désert il y a une semaine, là j'y étais, et on a eu 2 jours de vent de sable. Bon, c'est vraiment pas drôle de marcher dans le vent de sable, c'est épuisant. On en prend plein la figure, ça peut faire mal. On est enturbané dans les chèches là, mais on est content de les avoir. On s'est pris une journée, ça s'est calmé le soir, super soirée à la Belle Étoile, tout le monde retrouve le sourire, et ça recommence le lendemain. Et 2e jour, et moi je reçois une canalisation, justement. Donc pourquoi ce vent? Donc pour nettoyer les pensées, tout un truc, donc je délivre au groupe. Très bien. Et puis, donc le vent tombe et on marche le dernier jour, on a une superbe journée. Et j'étais à côté du guide et il me regarde et il me dit ça, mais comme on m'aurait dit, viens, on va boire un thé à la menthe, quoi. Il me dit, ça vous a fait du bien le vent, hein, ça vous a nettoyé. Je me suis dit, mais je pense que quand on arrive, on est complètement azimutés. C'est sûr. En fait, où ils doivent nous prendre un peu pour des fous, quoi. Ouais, je pense. Avec notre rythme de vie, notre façon d'appréhender la vie, notre façon ça doit quand même, ils doivent se dire, qu'est-ce que c'est naturel, c'était comme ça. Je me suis dit, effectivement, il y a un truc, quoi. C'est sûr. Et on est revenu au Riyad avant de reprendre l'avion. Ils nous ont dit, vous n'avez pas les mêmes visages, en fait, là. Ça vous a fait du bien, votre semaine. Le désert du Maroc? Ouais. Mais bon, ceci dit, le Maroc, ils sont quand même très civilisés. Enfin, je veux dire, ils vivent un peu à l'européenne aussi. Moi, j'étais avec les nomades, les Touaregs. Les vrais nomades. Moi, je vais vraiment avec les peuples premiers. Donc là, j'étais avec les nomades. Mon guide, il a 22 ans. Il vit aux portes du Sahara. Et il est devenu chef de famille à 13 ans. Parce que son père, qui était lui-même Touareg, n'a pas supporté d'être sédentarisé, reparti. Donc sa mère s'est retrouvée seule avec 3 enfants. Et c'était le seul garçon. Et donc, il est devenu chef de famille. Et il est parti, c'est comme ça qu'il a appris à encadrer des voyages, qui transmet la culture de son père. Donc lui, il fait le pont, en plus, c'est vraiment beau, quoi. Et non, eux, ils sont pas... Il a été à Marrakech, mais c'est tout, quoi. C'est ça. J'adorerais le faire venir en France. Et encore, je ne sais pas s'ils s'adapteraient, mais ils en rêvent aussi, quelque part, de voir un peu notre monde, quoi. Ils se disent dans quoi ils vivent, en fait. Surtout les peuples premiers du Kenya. Là, quand vous êtes au cœur d'une tribu, véritablement,
Ah bah là, ils ne sont pas sortis de chez eux. Hein, c'est ça, on est encore avec les flèches et l'arc. Quoi, hein, les bâtons. Avec les bâtons, la danse on en est là. Du feu. C'est ça. Ouais. Donc, mais se retrouver sur les Champs-Élysées ou... Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est parce qu'on a eu un échange et c'est vrai qu'il a 22 ans. Il me dit, oui, j'aimerais bien voir Paris. C'est sûr. On est dans deux mondes, quoi, en fait. C'est ça. Bon. Fascinant. En tout cas, ce parcours est juste incroyable. Vous devez de temps en temps, pour finir, vous remémorer cette première partie de vie que vous avez eue et ce que vous faites maintenant, surtout quand vous vous retrouvez au fin fond de nulle part, là, et vous vous dites, quel cheminement. Quel cheminement. Ouais, il y a une partie, c'est moi, j'ai fait ce travail, il y a une partie, j'ai quand même l'impression que j'ai de la chance. Ouais, clairement. En fait, il y a des fois, je me dis, mais quelle chance, quoi, vraiment, de pouvoir vivre ça. Quelle richesse. Ouais. Et puis, oui, là, c'est autre chose qui... En fait, j'ai toujours été dans le lien à travers mon métier, mais dans mon environnement. Et là, je change d'environnement et cette ouverture sur le monde, c'est quelque chose de très puissant. Il est parfois dur de revenir. Bien sûr, on va mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens pour entrer en contact avec vous, avec notamment les prochaines sessions, pour que vous puissiez aller au Kenya. Tiens, ça, c'est quand même un truc assez incroyable. Au mois de juin 2026. Et après, il y aura quoi ? Après, il y aura l'Équateur fin juillet, début août. Et là, on va être sur des retraites plutôt chamaniques. Donc, la découverte du chamanisme. Et fin novembre, on sera en Égypte. Un voyage plutôt pour les femmes, pour aller un peu reconnecter le féminin. Dans toute sa douceur et pas dans toute sa revendication féministe, mais vraiment le féminin sacré, autour des grandes prêtresses égyptiennes, Hathor, Isis, Sekhmet. Ça aussi, il y a de quoi dire. Voilà, il y a des temples, il y a tout ce qu'il faut pour aller s'immerger. Bon, si vous retournez voir les dauphins un jour... Je vous le dis. Faites-leur un petit coucou de notre part. C'est vraiment une bestiole extraordinaire. Ah ouais, c'est... Extraordinaire. C'est des grands guérisseurs. Moi, je les appelle des guérisseurs, mais GAI. Absolument. Ça amène la joie et ils nous guérissent par la joie. Et c'est physique en plus. Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'ils se marrent tout le temps. On a tout le temps le sentiment qu'ils ont le sourire. C'est extraordinaire. Merci pour ce voyage, en tout cas, que vous venez de nous offrir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Vous commentez, regardez bien sous la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Yasmina et ses équipes. Et puis surtout, prenez bien encore un petit peu plus bas dans la fiche de l'index, il y a l'actualité de Yasmina, où vous avez toutes les dates des différentes sessions et la manière dont vous allez pouvoir ensuite avoir toutes les informations qui vous permettront de partir avec Yasmina, évidemment. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci.